Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu t'es déjà posé cette question ou parce que quelqu'un te l'a posée avec ce petit regard de jugement que nous connaissons tous. Tu laisses ton enfant sur la tablette, mais tu sais ce que ça fait au langage, non? Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête d'un enfant quand il passe tout son temps devant l'écran et pas des articles anxiogènes, encore moins des titres chaotiques, mais juste la vérité. Et c'est vraiment que beaucoup d'experts ont mis plusieurs années à démêler. Le problème est que sur ce sujet vraiment, tout le monde a un avis tranché. D'un côté, tu as les alarmistes qui te disent que la moindre minute de ton enfant passé sur l'écran grille ses neurones. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui balayent tout cela d'un revers de la main tout en disant « Moi, j'ai grandi avec la télé et je vais bien ». Et entre les deux, on a des parents qui sont complètement épuisés et vont juste dans leur quotidien car ils ne savent plus vraiment quoi faire. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est aller vraiment dans pas mal d'études scientifiques, JAMA pédiatrique, des chercheurs danois, l'INSERT, et ceci vraiment pour te donner une réponse nuancée, honnête, mais plus important, utile. Et pas pour te culpabiliser, loin de là, mais pour vraiment te donner les clés pour l'avenir de ton enfant. J'ai accompagné plusieurs parents confrontés exactement à cette question. C'est ce que la plupart d'entre eux faisaient déjà beaucoup de choses bien. Et ce que j'ai appris vraiment de ces parents, c'est beaucoup d'entre elles faisaient vraiment déjà des choses qui étaient très bien. Et parfois, il manquait donc juste une information précise pour régler le tout, pour que tout commence vraiment à bien se débloquer. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va sûrement te surprendre. Parce que le vrai problème avec les écrans et le langage, ce n'est surtout pas ce qu'on croit. Et aussi vraiment, ce n'est pas une question de minutes ou bien d'heures. C'est une question de quelque chose beaucoup plus subtil et je t'explique cela juste après. Je vais prendre juste 10 secondes car mon équipe et moi avons remarqué quelque chose de vraiment bizarre. Plus de 70 personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Vérifie que tu es bel et bien abonné. Sinon, prends juste 3 secondes pour le faire maintenant. Ceci est vraiment la façon la plus simple et gratuite d'aider la chaîne à grandir. Mais aussi surtout, cela nous permet, mon équipe et moi, de continuer à proposer du contenu de qualité. Merci vraiment à ces parents-là qui prennent le temps de le faire. Je l'apprécie énormément. Allez, sans plus tarder, passons à la suite. Alors, est-ce que la science dit vraiment que la tablette provoque un retard de langage? La réponse courte, c'est oui, il y a un lien. Mais avant que tu fermes l'application et jettes ta tablette par la fenêtre, la première étude dont tu dois connaître l'existence, c'est celle publiée dans la JAMA pédiatrique. Elle est l'une des revues médicales les plus sérieuses au monde. Les chercheurs ont suivi des enfants entre 6 et 18 mois et ils ont trouvé quelque chose de vraiment frappant. Chaque tranche de 30 minutes de temps supplémentaire d'écran par jour était associée à 49% du risque de langage expressif. Et le langage expressif, c'est tout simplement la capacité de l'enfant à produire des mots, à s'exprimer. 49%, c'est un chiffre qui fait vraiment mal à lire. La deuxième étude, publiée en 2024 dans le BMC Public Health, une équipe de chercheurs danois a analysé les habitudes d'écran des jeunes enfants et le développement de leur vocabulaire. Résultat, les enfants qui passent plus de temps devant les écrans produisaient en moyenne moins de mots que les enfants du même âge. Pas de manière dramatique dans tous les cas, mais le lien était là, cohérent et répété. Et puis il y a Michael Desmoget, directeur et chercheur de l'INSERM. C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Donc, l'une des instituts scientifiques les plus respectés de la France. Et dans ses travaux, Michel explique quelque chose de très essentiel. Les écrans récréatifs passifs, c'est-à-dire l'enfant assis seul devant un jeu vidéo ou bien un dessin animé, diminue la quantité et la qualité des interactions entre l'enfant et les adultes autour de lui. Et ce sont précisément ces interactions qui construisent le langage. 3 sources indépendantes, 3 pays différents, 3 méthodologies distinctes et toutes pointent dans la même direction. Le lien entre temps d'écran et développement du langage, il est réel. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant.
aucun de ces chercheurs ne dit ce que la plupart des gens croient qu'ils disent. C'est important de comprendre que un lien n'est pas une cause. Voilà un mot que tu vas entendre très souvent dans cette vidéo. Corrélation. Une corrélation, c'est simplement quand deux choses apparaissent ensemble régulièrement. L'enfant regarde beaucoup d'écrans et il a un retard de langage. Les deux sont présents au même moment, donc c'est une corrélation. Mais la corrélation, ce n'est pas la même chose que la causalité. La causalité, alors, c'est quand une chose provoque l'autre chose. Et voici un exemple simple pour que tu puisses vraiment bien cerner le point. Les études montrent que les ventes de glace et les noyades augmentent en même temps chaque année. Est-ce que manger une glace te fait risquer de te noyer? Évidemment que non. Les deux augmentent peut-être parce qu'il fait chaud. C'est l'été qui explique peut-être les deux. La glace et la noyade sont corrélées, mais l'une ne cause pas l'autre. Avec les écrans et le langage, c'est exactement le même type de piège qu'il faut éviter. Et les chercheurs eux-mêmes le disent avec beaucoup de prudence. Et voici ce qu'on appelle le problème de la causalité inversée. Est-ce que c'est vraiment l'écran qui ralentit le langage ou est-ce qu'un enfant qui développe lentement son langage va naturellement passer plus de temps devant un écran parce que c'est une activité qui ne demande absolument pas d'interaction verbale? Les auteurs de l'étude, par exemple de JAMA Pédiatrique, le font eux-mêmes dans leurs conclusions. Leur étude, eux, établit une association, pas une relation de cause à effet prouvé. Et ils appellent à des chercheurs supplémentaires pour démêler ce lien. Ce n'est pas une façon de minimiser leurs résultats, mais c'est vraiment de la recherche scientifique honnête. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ignorer ces études et puis laisser un enfant peut-être de 18 mois devant YouTube peut-être 4 heures de temps par jour? Absolument pas. Le signal est là. Il est cohérent et il mérite vraiment qu'on le prenne au sérieux. Mais ça veut dire qu'avant de se flageller ou bien de se coupabler, il faut comprendre le vrai mécanisme. Ce qui se passe réellement quand un enfant est devant l'écran et pourquoi cela peut poser problème. Et ce mécanisme, il est beaucoup plus logique, beaucoup plus actionnable que tu ne le crois. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Et maintenant que nous avons posé des bases scientifiques, voici la question maintenant qui change tout. Comment le langage se construit-il chez un enfant? Parce que si tu comprends ça, alors tu peux comprendre pourquoi est-ce que les écrans peuvent immédiatement causer un problème. Le langage déjà, il ne s'apprend pas comme les mathématiques. Un enfant ne mémorise pas les règles de grammaire dans sa tête tout seul. Il construit son langage à travers quelque chose de vraiment très précis, l'interaction. Des échanges en temps réel avec un adulte qui lui parle, qui nomme des choses, qui reformule et qui réagit à ses expressions. Les chercheurs appellent cela le serve and return. Comme au tennis, l'enfant fait quelque chose, un fil, un geste, un regard, et l'adulte répond. C'est cet échange constant qui construit les connexions dans le cerveau liées au langage. La Harvard University a produit des recherches très documentées dans ce mécanisme, notamment à travers son Center on Developing Child. Et maintenant, pose-toi une question très simple. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand un enfant est figé devant l'écran? L'écran parle, l'enfant regarde, mais l'écran ne répond jamais à ce que fait l'enfant. Il n'y a pas du tout de servi et rendre. Il n'y a pas d'échange, c'est un flux dans un seul sens, de l'écran vers l'enfant et le cerveau de l'enfant. L'enfant par contre a besoin d'un flux dans les deux sens pour se développer. Et Miguel Desmeguet résume cela très bien dans ses travaux. Ce n'est pas tant ce que l'écran fait à l'enfant qui pose le problème, mais plutôt c'est ce qu'il remplace. Chaque heure passée devant un écran, c'est déjà une heure en moins passée avec un parent, une heure en moins de jeux interactifs à voix haute. Et c'est précisément cette perte d'interaction qui creuse l'écart du développement. Et il y a une étude américaine célèbre, menée par les chercheurs Betty Hart et Todd Risley, qui a montré que les enfants entendent des dizaines de millions de mots de différence selon leur environnement familial avant l'âge de 3 ans. Ce qu'ils ont appelé le word gap, l'écart des mots. Et cet écart prédit de façon très forte les compétences langagières futures.
Imaginez maintenant que sur ces premières années cruciales, une partie significative de ce temps soit occupée par un écran silencieux. Et silencieux dans le sens où il ne génère vraiment aucune interaction réelle avec l'enfant. L'écart se creuse, pas parce que l'écran est toxique, mais parce qu'il occupe une place essentielle que quelque chose d'autre aura pu remplir cet espace. Mais, et ceci est vraiment le cliffhanger de cette partie, est-ce que tous les écrans fonctionnent de la même façon? Est-ce qu'un parent qui regarde une vidéo avec son enfant et lui pose des questions, qui commente ce qu'ils voient ensemble, c'est la même chose qu'un enfant seul devant sa tablette dans la chambre? La réponse va te surprendre et va probablement aussi te soulager. Voilà quelque chose que la plupart des articles sur l'écran ne te disent jamais. Et ceci parce que c'est tout simplement moins vendeur que la panique. Et pourtant, c'est probablement l'information la plus utile de cette vidéo. Tous les écrans ne se valent pas. Et la différence, elle ne tient pas au contenu que l'enfant regarde, elle tient plus à ce qui se passe autour de l'écran. Les chercheurs font vraiment une distinction très nette entre deux types d'exposition aux écrans chez les jeunes enfants. La première, c'est l'écran passif subi. Un enfant seul devant un dessin animé ou bien une vidéo sans interaction avec un adulte. L'écran ici fait vraiment juste un bureau de babysitter silencieux. Et c'est vraiment ce modèle-là que les études pointent du doigt. C'est lui qui est associé à la réduction des interactions langagières et aux écarts de développement dont on parle. La deuxième, c'est ce que les chercheurs appellent le Joint Media Engagement et en français pour mes francophones, le co-visionnage actif. Un parent et un enfant devant le même écran, ensemble, et le parent commente, pose des questions, nomme ce qu'il voit, réagit. Tu vois le chien? Il court très vite. Tu crois qu'il va où? Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Une étude publiée dans The Journal of Children and Media a montré que le co-visionnage actif avec un parent engagé, mais aussi dans certains cas, peut devenir un véritable support du développement et de l'apprentissage du vocabulaire de l'enfant. Parce que le servi retourné dont nous parlions tout à l'heure est réintroduit. L'adulte recrée l'interaction que seul l'écran ne peut pas fournir. Il y a une analogie très simple pour comprendre ça. Imagine que tu es en train d'apprendre une nouvelle langue. Est-ce que tu vas progresser plus vite en regardant des films en version originale tout seul, sans jamais mettre pause, ou bien sans jamais chercher un mot, ou en regardant ce même film avec quelqu'un qui parle déjà cette langue, qui t'explique non seulement déjà des expressions, mais aussi qui répond à tes questions? La réponse est évidente. L'écran, elle est la même. Ce qui change, c'est la présence humaine autour. Pour un enfant de 2 ans, c'est exactement le même principe, mais multiplié par 10 car son cerveau est en pleine construction. Est-ce que ça veut dire que le co-visionnage résout tout et qu'on peut regarder des écrans sans limite du moment qu'on est là? Non. Les recommandations de l'OMS restent claires. Ils disent 0 écran avant l'âge de 2 ans. Maximum 1 heure par jour entre 2 ans et 5 ans. Et ces limites ont du sens, notamment parce qu'un jeune enfant a besoin de beaucoup d'autres types d'expériences sensorielles et motrices que l'écran ne peut pas lui offrir. Mais entre 0 écran ou catastrophe et laisser-le regarder ce qu'il veut tant que tu es dans la pièce, il y a une voie du milieu réaliste, concret et bienveillante. Et c'est exactement cette voie qu'on va construire ensemble dans la vidéo suivante. On arrive à la fête que tu attendais probablement depuis le début. Pas de théorie supplémentaire, pas de culpabilité, juste 3 choses concrètes, réalistes, que de parents ordinaires avec des vies déjà chargées peuvent vraiment s'appliquer. Et je vais vraiment être honnête avec toi. C'est l'idéal, mais je sais que pour beaucoup de parents, c'est pas réaliste. Je sais que en principe, c'est 0 écran. Je vais vraiment être honnête avec toi. L'idéal, c'est 0 écran. Mais entre toi et moi, je sais que cela n'est pas réaliste. Ce que je vais te proposer, c'est mieux que ça. C'est plus intelligent. Premier ajustement, transformer les écrans passifs en moments actifs. Et ici, vraiment, je tiens à dire à préciser quelque chose d'important, c'est que l'âge de ton enfant est aussi important. Alors, ce premier ajustement, il est beaucoup plus pour un enfant qui a déjà une base de langage, avec qui
tu peux déjà faire certaines interactions, avec qui tu peux déjà poser une question et il te répond en fonction de la question posée. Très important. Donc, la prochaine fois que tu mets une vidéo pour cet enfant, reste présent au moins peut-être les 5-10 premières minutes pour lancer l'interaction. Pas besoin de regarder toute la vidéo avec lui, mais l'idéal sera de regarder toute la vidéo de telle sorte que vous saviez de quoi est-ce que la vidéo en est question. Posez des questions sur ce que vous voyez ensemble. Nommez les personnages, les couleurs, les interactions. Demandez à l'enfant ce qu'il pense qui est en train de se passer. Questionnez tout aspect pour voir ce que l'enfant est en train de comprendre de ce qu'il est en train de regarder. Ce simple geste transforme un moment passif en moment de langage actif. L'enfant a déjà été activé cognitivement. Son cerveau est en mode traitement, pas en mode réception passive. Et avec la langue, l'enfant va s'habituer à commenter ce qu'il voit parce que c'est ce que vous faites tout le temps ensemble. Des chercheurs de l'Université de Michigan ont montré que même des courtes périodes d'interaction autour d'un écran avaient un impact mesurable sur l'engagement langagier des enfants par rapport à une exposition passive de même durée. Deuxième ajustement, créer des zones et des moments sans écran, pas des journées entières. Le problème avec l'approche on coupe tout, c'est qu'elle est épuisante à tenir et génère aussi parfois de la frustration chez l'enfant comme chez le parent. Ce qui fonctionne mieux, c'est de définir des contextes clairs sans écran. Par exemple, les repas sans écran, le trajet en voiture sans écran, remplacer cela par des conversations sur ce qu'on voit dehors, des jeux de questions ou encore une histoire inventée, ça travaille l'imagination, ou encore le moment du bain sans écran. Ces trois contextes déjà à eux seuls représentent facilement 45 à 1 heure de temps d'interaction langagière naturelle par jour, exactement le type d'exposition au langage dont un jeune cerveau a besoin. Ajustement numéro 3, le choix des contenus qui appellent une réponse. Tous les contenus pour enfants ne se valent pas. Et ce n'est pas vraiment pour des raisons que tu crois. Ce n'est pas vraiment une question de éducatif contre divertissement, c'est plus une question de format. Les contenus qui posent des questions directement à l'enfant comme qu'est-ce que tu ferais à ma place? Cela peut vraiment quelque chose de différent dans le cerveau de l'enfant par rapport à un contenu purement narratif où il n'y a qu'à regarder. Des émissions comme Dora l'exploratrice ont été conçues principalement pour ce principe d'interpellation directe et les études publiées dans le Journal of Applied Developmental Psychology ont montré que ce format générait plus de production verbale chez les enfants que les formats passifs équivalents. Donc, quand tu choisis ce que l'enfant regarde, pose-toi vraiment cette question simple. Est-ce que ce contenu lui parle ou est-ce qu'il lui montre juste? 3 ajustements, pas une transformation de vie, pas de culpabilité, juste 3 leviers que tu peux activer cette semaine progressivement et ceci à ton rythme. Et maintenant, avant de conclure, il y a quelque chose que je veux te dire directement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu te soucies du développement de l'enfant autour de toi. Mes respects. Et ça vraiment, c'est très énorme. Félicitations pour cela. Beaucoup de parents disent que leur enfant leur est cher, mais très peu de parents sont arrivés jusqu'ici comme toi. Parce que les parents qui font du mal à leurs enfants ne regardent pas des vidéos de 12 minutes sur la science du langage. Le simple fait vraiment de poser la question et aussi de chercher à comprendre et de vouloir vraiment faire mieux, ceci est vraiment déjà de la parentalité consciente. Et la parentalité consciente, c'est exactement ce dont ton enfant a besoin. Ce que la science nous dit dans cette vidéo, ce n'est pas « vous avez tout raté ». Ce qu'elle dit, c'est ceci. Le langage de l'enfant se construit dans la relation. Pas dans la perfection, pas dans le zéro écran, dans la relation. Un parent épuisé qui pose la tablette 20 minutes pour souffler, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présente. Imparfaitement, régulièrement et sincèrement. Et si tu aimeras aller plus loin, car comprendre c'est bien, mais savoir quoi faire concrètement, c'est encore mieux. J'ai préparé une vidéo complète sur les activités du quotidien qui stimulent le langage chez les tout petits. Des choses simples, sans matériel spécial, que tu peux intégrer dans une journée normale et ceci sans réorganiser quoi que ce soit. Le lien est juste ici, clique dessus et retrouve-moi de l'autre côté. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une nuance, un soulagement
ou encore une idée concrète, alors fais-moi une faveur. Abonne-toi parce que c'est exactement le type de contenu que je publie ici. Pas de panique, pas de jugement, de la science vulgarisée avec bienveillance pour t'aider à prendre de meilleures décisions et ceci sans te noyer dans la culpabilité. À très vite.